Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va voir les débuts de Buck. Buck, c'est le surnom de Phil Knight, qui est le créateur et le fondateur de Nike. Donc, je vais vous résumer aujourd'hui à peu près la moitié du bouquin. C'était le stade où j'étais il y a quelques jours, donc je vais vous résumer tout ça dans ce podcast aujourd'hui. Donc en fait, je te préviens, bon, c'est pas l'objectif, c'est pas objectif parce que à la base j'adore les biographies de personnes qui ont réussi en partant de rien. J'adore vraiment lire les bouquins des personnes qui ont fait ça. J'ai lu celui d'Elon Musk, celui d'Arnold Schwarzenegger, etc. Donc si tu n'as pas encore lu de biographie de personnes un peu comme ça, ultra connues, qui ont réussi des grandes choses dans leur vie, je t'invite vraiment à le faire parce que tu apprends plein de choses et ça fait beaucoup réfléchir. Donc, Mr. Knight, donc Phil Knight commence par des études de comptabilité en fait. Il vit dans l'Oregon, à Portland exactement, Portland. Donc c'est sur la côte ouest, au-dessus de San Francisco, pour te situer un petit peu au niveau des États-Unis. Et donc diplômé, en fait, il fait ses études tranquille et diplômé, en fait, il décide de poursuivre ce qu'il a appelé dans le début du bouquin, il appelle ça une idée folle qu'il avait eue pendant qu'il faisait une petite présentation à la fin de ses études. Il a eu cette idée folle. Et du coup, il demande à son père un petit peu d'argent et décide de faire un tour du monde avec, à la fin de son tour du monde, de finir par le Japon. Et tu vas comprendre pourquoi dans la suite du podcast d'aujourd'hui. Donc, faut te situer un peu au niveau de quand c'était. En fait, c'est dans les années 50. Parce qu'il n'est pas tout jeune, notre Phil Knight. Il est encore vivant, mais il n'est pas tout jeune aujourd'hui. Je crois qu'il a plus de 80 ans. Donc déjà, faut se dire que dans les années 50, l'effet de mode tour du monde, comme on peut le connaître aujourd'hui, qui est beaucoup plus généralisé aujourd'hui, je pense qu'il n'était pas répandu. Bon, j'étais pas né, hein, mais je pense qu'il n'était pas répandu à l'époque. En plus, faut se dire que le gars il décide d'aller au Japon, alors que les Américains en fait viennent il y a pas très longtemps de balancer des bombes nucléaires sur le Japon. Euh, voilà, c'est quand même très audacieux de sa part, très contre nature de ce que font les gens, j'imagine à l'époque, les Américains, ils vont pas tous se dire tiens je vais aller au Japon voir comment ça va là-bas. Mais en fait, il a vraiment quelque chose en tête. Il sait que les Japonais sont des maîtres dans la création de chaussures de running. Et en fait, Phil Knight, c'est un gros sportif de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est un athlète qui a eu un petit succès, on va dire, dans le running. Et il s'est mis vraiment en tête d'aller voir au Japon, voir comment c'est fait là-bas. Et bon, je te passe le début. En fait, tout le début du bouquin, c'est vraiment autour de ce tour du monde. Il fait plein de choses. Il fait vraiment le tour de la Terre grâce à l'argent qu'il a récupéré auprès de son père et puis au petit boulot qu'il fait à droite à gauche. Et donc, il finit au Japon où il va voir en fait l'usine de Monsieur Onitsuka. Et là, tu vas peut-être te dire, ah, Onitsuka, ça me dit quelque chose. Mais j'y reviendrai après. Euh, Lui, en fait, il va le voir. Alors, il ne rencontre pas directement le PDG donc Monsieur Onitsuka, mais il rencontre quelqu'un qui travaille pour lui. Et il a rien. Et il dit qu'il a créé une société qui s'appelle Blue Ribbon, qu'il a inventée pendant le rendez-vous. Ça fait référence petite décoration, petit prix qu'il a pendant les compètes. Et en fait, il repart en commandant 50 dollars à l'époque. Alors, tu vois, avec l'inflation, aujourd'hui, 50 dollars, ça vaudrait beaucoup plus. Mais il repart donc avec ses 50 dollars de commande de chaussures de running et il rentre aux États-Unis. Déjà, il faut se dire qu'à ce moment-là, on se dit que le mec, il a du culot. Parce qu'il est tout jeune,
un peu plus de 20, 25, 30 ans, un peu par là. Il se présente au Japon pour commander des chaussures pour une société qui l'a même pas en fait créée. Donc déjà, on se dit que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, en fait, son QG, ce sera la cave de ses parents. Et il décide très très vite de s'associer à un mec qui s'appelle Bill Bowerman, qui est son ancien coach d'athlétisme. Il a la particularité d'être un maniaque de la chaussure et ça lui apportera énormément dans son business. C'est ce qu'on apprend un peu dans la suite du bouquin. C'est que ce Bill Bowerman, il est vraiment obsédé de ça. Et donc faut te dire qu'en fait Nike n'est même pas créé en fait à ce moment-là. Nike n'existe pas à cette époque. Et en fait pendant 8 ans, donc Buck, Phil Knight, est son premier vendeur qu'il a recruté qui s'appelle Jeff Johnson, qui est un ancien partenaire d'athlétisme ou camarade de classe, je sais plus. Et ils se mettent à vendre du coup les baskets de Monsieur Onitsuka. Et comme je te disais tout à l'heure, ce nom, il te dit peut-être quelque chose. Ben, c'est normal parce que si je te dis peut-être Tiger, je sais pas si ça te dit quelque chose, peut-être, peut-être pas. En fait, c'est ce qui deviendra ensuite ASICS. Donc t'imagines, le fondateur de Nike, en fait, a vendu des ASICS pendant 8 ans. Donc ça, personnellement, je le savais même pas, je l'ai appris dans le bouquin et je trouve ça complètement fou. Avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment complètement fou. Bon, je te passe les détails, mais en fait, un jour, les relations se tendent avec les Japonais. En fait, Phil Knight, il est monté à plus de 1 million de dollars de chiffre d'affaires annuel, avec plus de 40 employés sur la côte ouest et sur la côte est. Il croule sous les dettes parce que la banque veut plus lui prêter d'argent. Il a rencontré sa femme, il a un fils et il est vraiment vraiment au bout du rouleau. Euh, il voit pas de porte de sortie. Il sait qu'il va se faire doubler par Monsieur Onitsuka. En fait, à l'époque, il a un contrat exclusif, donc ça lui donne l'exclusivité de vente de chaussures de running sur la côte ouest essentiellement. Et il se doute en fait qu'on va lui enlever son contrat exclusif. Et pour résumer, il décide de démarcher une première société au Mexique qui s'appelle Canada. Un truc de trop bizarre, quoi. Et il décide de fabriquer les premières chaussures de football américain. Parce que en fait c'est une manière pour lui de détourner le contrat qu'il a, parce que le contrat qu'il a avec Nitsuka lui oblige de vendre des chaussures de running, mais il n'y a rien sur le fait qu'il peut vendre par exemple des chaussures destinées à un autre sport. Donc il joue là-dessus et il cherche un nom. Il trouve Nike en référence avec la déesse Nike, qui est la déesse de la victoire grecque. Et le design, ça on connaît plus l'histoire en France et dans le monde, c'est que le design a été fait par une jeune étudiante qu'il a rencontrée quand il donnait des cours et qui allait payer à l'époque 35 dollars juste pour le logo de Nike. Donc aujourd'hui ça nous paraît complètement fou, mais à l'époque c'est normal quoi. Genre il a besoin d'un logo, il prend quelqu'un, il fait le logo, je vois pas où est le souci. Et le nom Nike, il a été trouvé par son premier employé dont je te parlais avant, Johnson, qui a eu l'idée en dormant. C'est quelqu'un qui est obnubilé par vendre des chaussures de running et il est prêt vraiment à dédier sa vie à ça. Et son inconscient a travaillé, il s'est réveillé en pleine nuit, donc il était sur la côte est, il a appelé les bureaux de la côte ouest, il a dit faut appeler la marque Nike et il faut savoir qu'à l'époque en fait Phil Knight il n'aimait ni le logo ni le nom. Et il a dit bon ça me va pas mais on fera avec. Et je te raconterai la suite quand j'aurai fini le bouquin. Donc j'ai arrêté aujourd'hui. Je vais juste faire un petit bilan sur ce que j'ai appris à ce moment-là. Moi, c'est vraiment le moment, là je suis sur la fin du bouquin en ce moment, et c'est vraiment le moment que j'ai préféré dans le bouquin, la première partie, première moitié.
Et ce que je retiens en fait, c'est sa détermination, le créateur de Nike. Déjà, il lâche rien. Il lâche absolument rien. Il met sa vie au service de son rêve. Il se pose pas de questions. Il fonce tête baissée. Et il bosse, enfin, au début, il bosse vraiment sur son temps libre, dans le sens où il bosse à côté en tant que comptable, puis après professeur de comptabilité pour avoir un petit peu plus de temps. Et il se versera seulement un maigre salaire que 5 ans après la création de sa petite entreprise. Et je pense que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient prêts à le faire. On voit souvent la partie immergée de l'iceberg, mais on se cache un petit peu de tout le travail qui a été fait en amont. Et ça, c'est le cas dans n'importe quel success story. Il y a toujours énormément de travail. Deuxième chose que je retiens de Phil Knight, c'est qu'il a su s'entourer. De la manière dont il le décrit dans le bouquin, en fait, je trouve qu'il s'en rend pas vraiment compte. Il le fait un peu de manière intuitive, mais déjà dès le début de s'associer avec Bill Bowerman et ensuite de ne prendre que des salariés qui sont vraiment passionnés d'athlétisme, parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, donc le running, l'athlétisme et tout, c'est pas forcément, ça a pas la cote. Il y a personne qui va faire un jogging pour s'entretenir physiquement. En fait, personne va courir. C'est pas des choses qui sont à la mode à cette époque. Donc c'est vraiment un clan petit, fermé, de passionnés. Et quand tu y penses avec du recul, après, bah, c'est Bowerman qui a permis d'améliorer les chaussures parce qu'il proposait en fait régulièrement des évolutions à l'usine japonaise. Donc c'est lui qui a amélioré les ASICS de l'époque. Je pense que ça s'appelait pas encore ASICS d'ailleurs. Et c'est lui qui améliorera, qui trouvera la première success story des Nike. C'est Bowerman qui fera le design de ça. Donc c'est en regardant un gaufrier qu'il a l'idée en fait de faire une semelle un peu spécifique qui aura une meilleure tenue sur les pistes en fait, les pistes de course. Et ensuite, bah, c'est Jeff Johnson, donc son premier salarié, qui a lancé toutes les ventes, quitte à divorcer, on le lit dans le bouquin, il a divorcé, il s'est mis au bord du burn-out, il a tout plaqué pour changer de côte, parce qu'à un moment, dans le bouquin, en fait, Phil Knight retourne au Japon, et pour garder le contrat exclusif, il sent qu'il a besoin de dire qu'il a un bureau sur la côte Est, ce qui n'est absolument pas le cas à l'époque. Et encore une fois, on voit son culot, parce qu'il se retrouve pas face au PDG, il dit vous inquiétez pas, moi j'ai un bureau côte Est, et il rentre, il remplace Johnson qui est côte Ouest à l'époque, il met un autre gars à la place, et il dit à Johnson vas-y, tu vas ouvrir le bureau sur la côte Est. Et Johnson, en fait, il y va, quoi. Et c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'il a recruté des gens qui seraient capables de tout juste pour le bien-être de la société qu'ils ont créé ensemble. Euh, donc ouais, et là c'est ça la troisième chose aussi que je retiens, c'est que le culot qu'il a, Phil Knight, ou encore la prise de risque. Donc il s'engage énormément auprès de ses clients, auprès de ses associés, auprès de ses partenaires, auprès des banques, avant même de savoir comment il va faire en fait. Il prend des décisions hyper rapidement et ensuite il réfléchit, il se met une pression, j'imagine, de fou bah, pour délivrer ce sur quoi il s'est engagé, pour le délivrer hyper vite, quoi. Donc ça, c'est les trois premières choses que je retiens de la première moitié du bouquin. Donc détermination, savoir s'entourer de personnes qui sont aussi motivées. Je pense que c'est hyper important, surtout au démarrage d'une société, de prendre que des gens bah, qui vont énormément s'impliquer dans la société. C'est une des clés de réussite de cette société en tout cas. Et puis la prise de risque qu'il a pris tout au long de son aventure, c'est vraiment remarquable et admirable à quel point il peut prendre cette prise de risque et toujours s'en sortir en fait. Donc voilà, ben, c'est tout pour la première moitié du bouquin aujourd'hui. Donc j'ai envie de te dire que bah, si le podcast t'a plu, tu mets une petite note sur Apple Podcast, tu parles des nouveaux rentiers autour de toi. Bien sûr, il y aura le résumé de la deuxième partie de bouquin si ça t'intéresse.
D'ailleurs, tu peux me mettre dans les commentaires si ce premier résumé, c'est la première fois que je fais un résumé de bouquin comme ça, donc dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires, dans les notes des podcasts et tout. Et dernière chose, donc si tu veux rejoindre le club des nouveaux rentiers, c'est un club privé sur lequel j'envoie un conseil par jour par mail, et ben tu as le lien qui est dans la description, le premier lien dans la description du podcast. Tu cliques dessus, tu mets ton mail et tu recevras tous les jours du lundi au vendredi un nouveau conseil pour devenir un nouveau rentier. Mais voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée selon l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Et je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.